Superman n'était pas seulement le premier blockbuster sérieux consacré aux super-héros. C'était un pari qui redéfinit la magie du cinéma et qui a failli s'effondrer à chaque tournant. Derrière les coulisses, les égos s'entrechoquaient, les budgets explosaient et les acteurs quittaient le plateau à cause des exigences de Marlon Brando, jusqu'à un système de vol catastrophique qui a failli casser des os. Le chaos n'a pas du tout cessé, et voici la vérité choquante sur qui portait la cape en premier et pourquoi Christopher Reeve a failli être choisi. Ce n'est pas seulement un film sur un sauveur extraterrestre, c'est l'histoire d'un miracle cinématographique qui a défié les attentes. Voici 20 faits étranges sur Superman que vous n'avez jamais entendus. Attendez le fait bonus, car il implique une couverture gouvernementale. Alors, enfile cette cape et on y va. Un Superman original était la doublure vocale de Muhammad Ali avant que Christopher Reeve n'enfile les collants. Les producteurs ont engagé un autre Superman et ont commencé à tourner avec lui. Il s'appelait Patrick Wayne, fils de l'icône du western John Wayne. Mais lorsque Wayne s'est retiré à cause de la maladie de son père, le chaos éclata. Le studio avait déjà dépensé de l'argent dans les premiers rushs et à présent, il n'avait eu plus d'hommes d'acier. La recherche repartit. Des centaines d'acteurs auditionnèrent, y compris Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et même Neil Diamond. Oui, le crooner de Sweet Caroline fut sérieusement envisagé, mais les producteurs voulaient de quelqu'un d'inconnu, pur et classiquement héroïque. À l'époque, Reeve était acteur de scène et guest star dans une soap opéra et il était à peine retenu. On le jugeait trop maigre, trop nerd. Ce n'est que lorsqu'il s'est physiquement métamorphosé et a insisté pour faire ses cascades qu'il a décroché le rôle. Ni X-Men, ni Batman. Superman aurait presque eu pour acteur principal soit cow-boy ou chanteuse pop. Marlon Brando, légende oscarisée 2 fois, refusa d'apprendre ses répliques. Marlon Brando. La légende oscarisée fut choisie pour incarner Jor-El, le père de Superman, mais ce que le public n'a pas vu, c'est à quel point l'implication de Brando a failli détruire la production. Brando refusa catégoriquement d'apprendre ses répliques. Sa raison, il croyait que mémoriser les répliques était contre nature. Brando exigea fiche hors caméra, même caché dans le berceau de Baby Cal. En une prise, ses répliques collées sur la couche du bébé. Le réalisateur Richard Donner dut faire preuve d'imagination. Brando lirait ses répliques, livrant l'une des prestations les plus fortes du film. Il disait que Jor-El pouvait être une valise verte ou un bagel, pensant que certaines formes de vie extraterrestre n'avaient pas besoin d'être humaines. Le studio l'a payé 3,7 millions de dollars pour moins de 15 minutes d'écran. Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était une guerre de la performance, et pourtant, la présence de Brando conférait vraiment une gravité, même s'il avait téléphoné depuis une couche. 3. Les effets de vol ont pris un an pour être au point. Vous croirez qu'un homme peut voler. C'était le slogan et aussi le plus grand défi du film. L'équipe des effets spéciaux a tout essayé pour que le vol paraisse réel. Les câbles trop visibles, l'écran bleu trop flou, les cascadeurs sur des grues, ce qui était dangereux et maladroit. Voici Zoran Paraik, un inventeur yougoslave qui a mis au point le système de projection frontale Zezo. Cela a permis à Superman de voler de façon convaincante avec un mouvement réel de l'arrière-plan et non des plaques d'arrière-plan. Le système utilisait des lentilles synchronisées pour suivre l'acteur et les arrière-plans. Mais même avec la tech, les vols restaient cauchemardesques. Christopher Reeve était souvent suspendu des heures, attaché à des harnais. Une mauvaise secousse et l'illusion s'effondrait. L'équipe a testé des costumes et lumières pour vendre la magie. Ce n'était pas CGI, c'était magie brute et pratique. Superman ne se contentait pas de voler. Il l'a gagné. Un harnais de câble 1 à 1, 4. Gene Hackman a refusé de se raser la moustache. Gene Hackman a accepté de jouer Lex Luthor sous une condition. Il ne se rasait pas la moustache. Il dit au producteur que c'était non négociable. Après tout, Hackman venait de décrocher un Oscar et n'avait pas envie de ressembler à une image BD. Le réalisateur Richard Donner, désireux d'éviter tout conflit, obtint un accord. Hackman se raserait aussi la moustache. Sur le plateau, les 2 hommes se tenèrent devant des miroirs. Donner se rasa le premier, Hackman suivit, mais voici le hic. Tout au long, Donner portait bien une fausse moustache. C'était une plaisanterie pour obliger Hackman à obéir. L'équipe a vraiment éclaté de rire. Hackman fut stupéfait, admirant ce coup vraiment. Cet instant a donné le ton à la prestation de Hackman, kitsch et très inoubliable mélange de menace et de malice qui volait Superman lui-même.
Ni violence, ni laser, juste un rasoir et le bluff brillant d'un réalisateur. 5. Christopher Reeve a gagné 40 livres de muscles, mais a refusé les stéroïdes. Lorsque Reeve fut choisi, il pesait 170 livres, bien trop maigre pour être convaincant comme Superman. Au lieu d'utiliser des costumes rembourrés, comme d'autres l'avaient suggéré, Reeve a insisté sur de vrais muscles. Il engagea l'ancien champion britannique d'haltérophilie David Prowse, oui, l'homme qui prêta son corps à Darth Vader pour l'entraîner. Pendant l'année qui suivit, Reeve gagna 40 livres de muscles purs, transformant son corps grâce à un entraînement rigoureux et une nutrition adaptée. Il refusa les stéroïdes, répandus à l'époque même à Hollywood. Le résultat fut vraiment légendaire. Reeve n'était pas vraiment à la hauteur, il bougeait comme Superman. Sa vraie force donnait du poids à chaque scène de vol, chaque envol, chaque coup. Ce n'était ni des effets spéciaux, ni du rembourrage dans le costume. C'était l'obsession d'un seul acteur pour l'authenticité. Vedette de soupe à vrai super-héros. Reeve volait plus haut que quiconque n'aurait attendu. 6. La production fut si grande qu'elle mit en faillite le studio d'origine. L'ambition de Superman était si vaste qu'elle a fait s'effondrer l'entreprise qui avait été la première à y croire. Les producteurs Alexander et Ilya Salkind étaient bien connus pour parier gros. Ils vendèrent les droits étrangers avant même que le film ne soit tourné. Mais les coûts les montèrent de 25 millions de dollars à plus de 55 millions et ils se tournèrent vers DC Comics, société mère Warner Bros. Pour obtenir de l'aide, le distributeur Werner Communications, inquiet du budget, a retiré sa branche de financement. Le résultat, les producteurs ont dû obtenir des préventes internationales et des investisseurs pour poursuivre le tournage. À un moment donné, la production a été arrêtée à Londres pour non-paiement de l'équipe. Superman fut un gouffre financier jusqu'à devenir le plus grand succès du box-office en 1978, mais il a failli engloutir ses créateurs. Avant de sauver le monde, Superman et Superman 2 furent tournés dos à dos, puis le chaos éclata. Le réalisateur Richard Donner lança le tournage de Superman et Superman 2. En même temps, cette décision insolite visait à économiser l'argent et le temps. Elle s'est retournée contre eux. Les tensions entre Donner et les producteurs montèrent. Il s'opposa aux Salkinds sur le ton, le rythme et le salaire de Brando. À mi-tournage des suites, Donner fut renvoyé et Lester prit le relais. Cela signifiait 2 versions distinctes de Superman, 2 visions et une production morcelée. Des scènes tournées par Donner furent remplacées ou rééditées. Des acteurs comme Margot Kidder et Gene Hackman furent pris au milieu. Des décennies plus tard, les fans verraient enfin le Donner Cut de Superman 2, ces séquences d'origine restaurées. Ce qui avait commencé comme une double projection devint une guerre des territoires. Le plus grand ennemi de Superman n'était pas Lex Luthor, mais la politique des studios. 8. Le costume de Superman était presque un désastre. Le costume rouge et bleu de Superman peut paraître emblématique aujourd'hui. Mais il n'était pas si super. Les essais firent de Reeve une mascotte d'Halloween. Les matériaux reflétaient les trop. L'éclairage gâchait les effets de vol. Pire encore, les capes étaient de lourdes et faisaient en souffrir son dos. Pendant le travail sur Fils, le service costume a essayé des mélanges pour trouver l'assemblage parfait de laine, nylon et lycra. Il devait aussi teindre les couleurs autrement selon le plan. Bleu vif pour le jour, bleu profond pour la nuit et le symbole S. Il fallait le renforcer pour éviter les plis en cascade. Ce qui paraît sans effort à l'écran n'était qu'un puzzle technique en coulisses. Le look de Superman n'était pas cousu de toutes pièces. Il a été forgé dans le feu et l'épreuve numéro 9. L'audition de Margot Kidder était si chaotique qu'elle obtint le rôle. Margot Kidder, qui interprétait Lois Lane, a livré un essai à l'écran si désorganisé qu'il est devenu inoubliable. Elle est arrivée en retard, débraillée, sans maquillage et avec des taches de café sur sa chemise. Pendant la lecture, elle balbutia des répliques, fit des blagues et trébucha même sur un câble d'éclairage. Mais au lieu de tout gâcher, son charme chaotique impressionna tout le monde. Le réalisateur Richard Donner a ensuite dit qu'elle était Lois, maligne, drôle et un peu imprévisible. On ne voulait pas du poli, on voulait du réel. Kidder apporta ténacité et sasse au personnage, souvent interprété comme une demoiselle. Sa chimie avec Reeve était instantanée et naturelle, mais pas répétée. Son désordre était en réalité sa magie. Ce n'était pas la meilleure audition, mais certainement la bonne. 10. Les décors Krypton étaient si lumineux qu'ils brûlaient les yeux des membres de l'équipe.
Le monde glacé de Krypton paraissait éthéré à l'écran, mais la réalité était dangereuse à obtenir l'apparence lumineuse et cristalline de la planète. La production utilisait d'immenses surfaces blanches, réfléchissantes, éclairées par des lampes, arcs et un sol argenté. Le décor était si lumineux que l'équipe portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Certains souffrirent de fatigue oculaire et de migraines. Brando aurait quitté le tournage en se plaignant. C'est comme agir au soleil. L'éclairage n'était pas seulement inconfortable, il déformait l'exposition et cela rendait les scènes Krypton difficiles à filmer. Le directeur de la photographie, Jeffrey Unsworth, a dû réinventer l'éclairage pour que les acteurs restent visibles. La prochaine fois que vous verrez Baby Call, partez dans l'espace. Souviens-toi que Krypton ne mourait pas seulement. Il fondait les globes oculaires en temps réel. Allez liker et vous abonner car même les légendes de héros recèlent des secrets brûlants. 11. Christopher Reeve a fait sa cascade d'hélicoptère. Ce moment emblématique où Superman sauve Lois Lane d'un hélicoptère qui tombe. La plupart des acteurs auraient laissé la doublure faire le travail, mais Christopher Reeve voulait incarner pleinement Superman. Reeve a insisté pour faire son travail sur le harnais. La séquence le fit suspendu à des centaines de pieds au-dessus du plateau sonore, par câble devant une machine avant. Un faux pas aurait pu causer des blessures graves, non seulement pour lui, mais aussi pour l'actrice dans ses bras. L'équipe était vraiment terrifiée. Plus tard, Margot Kidder a dit qu'il était intrépide. Il n'était pas simplement héroïque, il était vraiment héroïque. L'athlétisme et la formation sur scène de Reeve lui ont permis d'accomplir cela sans faute. Cet atterrissage parfait de super-héros était 100% réel dans une industrie remplie d'écrans verts et de doublures corporelles. Reeve a convaincu le public parce qu'il y croyait lui-même. 12. Il y a eu un procès étrange concernant le crédit du scénariste. L'homme qui a rédigé les premiers brouillons de Superman, Mario Puzo, le génie derrière Le Parrain. Mais voici le tournant. Malgré le paiement d'un montant vertigineux de 600 000 $, son scénario original a été entièrement réécrit. Pourquoi la version de Puzo était trop kitsch, remplie de slapstick et d'autoparodie. Il avait Superman qui parlait aux animaux et Lex Luthor maladroit comme un méchant de James Bond. Le réalisateur Richard Donner voulait prendre le matériel au sérieux et fit appel à Tom Manick pour tout réécrire rapidement. Mais lorsque les crédits défilèrent, le syndicat des scénaristes insista pour que seul le nom de Puzo apparaisse. Manick était furieux. Il avait passé des mois à façonner le ton, le dialogue et la structure. Finalement, Donner ajouta un crédit de consultant créatif impertinent pour un contournement maniaco, selon la décision de la WGA. Superman a peut-être volé, mais dans les coulisses, la politique des crédits a fait naufrage. 13 explosions ont presque détruit le plateau du Daily Planet. La salle de rédaction du Daily Planet à Metropolis semblait vivante, chaotique, animée et iconique. Mais elle était presque détruite en plein tournage pour une scène d'explosion. L'équipe a utilisé des effets pyrotechniques réels pour simuler un séisme. Mais une charge a mal explosé, envoyant une gerbe de feu au plafond. Sur le plateau, les opérateurs et les acteurs ont failli être heurtés. Les néons se sont court-circuités. Quelqu'un cria. Richard Donner arrêta le tournage aussitôt. Personne n'a été blessé. Le plafond a exigé des réparations retardant la production. À l'époque pré-CGI, seul moyen de faire tomber une salle de rédaction était d'essayer. Les protocoles de sécurité ont été révisés et l'équipe a doublé ses contrôles. Pourtant, les cicatrices sur le plafond restent un rappel. Les villes fictives ne sont qu'à une étincelle de l'effondrement. 14. Le repère de Lex Luthor était basé sur une station de métro de New York. Le repère souterrain de Lex Luthor est l'un des décors marquants. Un palais caché sous la ville, mais peu de fans savent qu'il a été inspiré par le concepteur de production d'une station de métro abandonnée de New York. John Barry, qui a aussi travaillé sur Star Wars, voulait quelque chose d'unique. Il a modelé le repère sur City Hall Station, une station longue et fermée depuis longtemps, mais magnifiquement ornée du métro de New York. Ses murs courbes, lustres vintage et arches carrelées se retrouvaient dans le film. Pour le construire, l'équipe a recréé l'architecture dans les studios Pinewood à Londres. Ils ont ajouté des piscines, du velours, du mobilier et un lustre. Luthor a besoin d'éclat. Le repère du méchant paraissait plausible, comme s'il existait vraiment sous nos pieds. Ni forteresse, ni grotte. Juste un bien immobilier sinistre au style 15, encore plus sinistre. Le pod Kal-El Bébé était un piège mortel.
Le pod d'évasion qui porte le bébé Kal-El de Krypton sur Terre paraît élégant et futuriste, mais sur le plateau, il était tout sauf sûr. L'intérieur du pod était étroit, rempli d'angles en fibre de verre et d'éclairage chaud. Lors d'un test, le système de ventilation du pod s'arrête, provoquant une surchauffe chez l'enfant et il s'évanouit. Le tournage fut interrompu et Donné demanda que le plateau soit reconstruit avec des vents de refroidissement et des intérieurs plus doux. Même alors, le bébé ne pouvait être à l'intérieur que pendant quelques secondes à la fois. Ironiquement, la scène est paisible et angélique à l'écran, un voyage dans l'espace. Mais dans les coulisses, c'était une panique claustrophobe. L'arrivée de Superman n'était pas une fiction. Elle fut possible grâce à des refontes et des équipiers qui agirent vite pour éviter qu'un enfant blessé. 16. Le gouvernement américain s'est impliqué dans la techno du vol. Le vol de Superman était impressionnant. Cela a attiré l'attention des ingénieurs aérospatiaux. Après les premières images, le DoD aurait contacté l'équipe d'effets spéciaux, curieux de la technologie de suivi employée. Le système Zorin Paraik utilisait des bras de caméra à commande de mouvement, verrouillant acteurs et décors avec une précision marquante. Des décennies avant les drones, ou les effets en temps réel, sans aucune application militaire, l'optique et l'alignement des projections étaient à la pointe. Hollywood avait plongé dans un terrain techno réservé à la NASA ou à des contractants militaires. Ce n'était pas seulement de la magie du cinéma, c'était une sorcellerie optique qui attira l'œil du Pentagone. Superman a inspiré des enfants à voler, mais bientôt, des scientifiques d'État ont levé les sourcils. 17. Ils ont dû inventer un vent nouveau. Les scènes de vol, pour paraître réelles, la cape de Superman devait flotter juste. Mais il y avait un problème. Des ventilateurs traditionnels provoquèrent des mouvements brusques et artificiels, même dans les scènes avec des câbles. Tout souffle malvenu faisait envelopper la cape autour du corps de Reeve. Alors, l'équipe mit au point des machines à flux laminaires, des dispositifs qui soufflaient l'air en nappe lisse et maîtrisés plutôt que par des jets chaotiques. Ces appareils donnaient à la cape une ondulation légère qui correspondait à la vitesse et à la direction de Superman. Parfois, il fallait synchroniser 5 ventilateurs pour un seul plan. Superman ne se contentait pas de voler, il maîtrisait les airs. 18, essai d'écran de Margot Kidder. C'était vraiment bon. Ils ont changé le script. À l'origine, Lois Lane était écrite plus classique, timide et prudente, flirtante, mais après avoir vu l'audition de Margot Kidder, Richard Donner décida de réécrire Lois. Son essai devant la caméra était électrique et sarcastique. Donné dit au scénariste, elle est Rosalind Russell dans His Girl Friday. Elle n'est pas la fille d'à côté. Elle est la tempête sur la rue. Ils ont ajouté des dialogues durs, plus d'indépendance, et ont ajusté la nervosité de Clark Kent pour faire d'elle la présence dominante sur écran. Lois n'était plus seulement un intérêt amoureux. Elle est devenue le pouls de Metropolis. La performance de Kidder ne lui a pas simplement valu le rôle. Cela a remodelé un personnage adoré depuis des décennies. Parfois, le bon acteur ne se contente pas de jouer le rôle. Il réécrivent l'histoire. 19. Une cargaison de bobines a été volée avant la première. Quelques semaines seulement avant la première mondiale du film, survint un désastre. Un camion transportant des bobines de film fut volé près d'un laboratoire à Londres. Les bobines contenaient des coupes et des images promotionnelles. La panique gagna vite. Il s'agissait d'un vol et d'un sabotage industriel. Le studio proposa une récompense de 20 000 livres et la police lança une enquête. Quelques jours plus tard, le camion retrouvé abandonné, les bobines miraculeusement intactes. Rien n'a été endommagé. Superman avait des ennemis hors champ, mais cette fois, il eut de la chance. Le 20e, la musique du thème faillit être écartée. La bande originale de John Williams est légendaire. Des cuivres audacieux ont ouvert des cordes qui vibraient. Le motif d'Adada disait « Eros » dans les langues, mais les producteurs le détestaient au départ quand Williams le leur fit jouer. Ils ont dit que c'était trop tape à l'œil, deux choix évidents et en plus trop démodés. Ils voulaient en quelque chose de plus tendance comme le disco ou le rock synthé. Williams resta ferme face à eux. Il leur dit que le thème avait été conçu pour dire le mot « Superman » musicalement comme un chant verbal caché dans la mélodie. Donner le soutien, Reeve l'a aussi soutenu. Finalement, les producteurs cédèrent, l'histoire fut écrite. Aujourd'hui, ce thème figure parmi les plus grands du cinéma. Ce n'était pas seulement une musique, c'était une prophétie cinématographique.
On n'entend pas le thème de Superman, on y croit. Bonus, la CIA a surveillé les projections étrangères de Superman. Dans un tour qui rappelle une fiction BD, il s'avère que la CIA a surveillé la sortie de Superman pendant la guerre froide. Pourquoi les thèmes du film, vérité, justice et mode de vie américain, en ont fait une arme de soft power? Des renseignements indiquent comment les publics du bloc soviétique réagissaient à des scènes d'héroïsme, de capitalisme et de pouvoir individuel. Les projections furent suivies discrètement en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie et en Pologne. La CIA a même financé des versions traduites dans des régions choisies, espérant que le film inspirerait un sentiment pro-occidental. Superman n'était pas qu'un divertissement. Il devint un outil idéologique. Ce n'était pas juste vérité et justice, c'était propagande en cap et le monde regardait. Superman n'a pas seulement créé un film de super-héros, il trace le plan des blockbusters, au bord de l'effondrement, avec réécriture, bataille d'ego, budget qui explose et effets spéciaux impossibles. C'était le chaos. Du chaos naquit une légende. Christopher Reeves s'envola, John Williams tonna, et une génération crut aux héros. Encore si cela vous épate, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour plus de vérités cachées sur le cinéma. Et rappelez-vous, peu importe que les chances soient contre vous, vous pouvez voler. Parce que la vraie magie de Superman n'était jamais la cape, c'était le courage de la porter.